La société est fragile et les temps sont durs. Les risques d'une crise financière mondiale sont réels. Il y a peu, à Chypre, au sein même de l'Union européenne, tous les déposants ayant un compte de plus de 100 000 € ont perdu, sur une simple décision gouvernementale, près de 60% de leur épargne. Pour éviter de vivre pareille situation, mettez vos idées à l'abri. Car à TV Liberté, nous formons une communauté solide. Bonjour à tous, émission 61 des Têtes à Clash. Une émission un peu spéciale puisque c'est une émission qui a lieu en temps de grève, donc vous allez voir qu'il nous manque quelqu'un. Mais avant tout, je voulais présenter aux auditeurs, aux spectateurs, les excuses, mes excuses. En tout cas, j'espère que vous allez les accepter parce que la dernière émission a été quasiment inaudible parce que je n'ai pas su maîtriser l'équipe. Il y a beaucoup d'indiscipline, il y a beaucoup d'enthousiasme, mais le fait que chaque participant parle par-dessus l'autre est inadmissible. Ça ne se reproduira pas. J'ai pour consigne d'arrêter l'émission. Donc peut-être que si aujourd'hui vous me voyez croiser les bras et faire la tête, vous comprendrez que ça va pas bien du tout. Voilà. Allez, on commence l'émission. Votre indulgence. Les participants ont été avertis. Le directeur a sorti la règle. Allez, le premier, parce qu'il en manque un. Le premier, c'est Jean Messia. Il n'est pas là. Il va arriver. Il arrivera en cours de route. On l'accueillera. Le deuxième, c'est Antoine Cohen. Antoine Cohen, alors formidable, il m'a dit qu'il était business développeur dans une start-up. Donc vous avez compris qu'il y a deux mots en français là-dedans, mais globalement, il s'occupe de développer une start-up et on est content pour lui et pour ceux qui l'emploient ou avec lesquels il est associé. Yves Christen, il est alors... il m'a dit une chose merveilleuse, il m'a dit qu'il est biologiste et écrivain. Dans cet ordre-là. Bonjour Yves. Bonjour. Merci de trouver ça merveilleux. Oui. Et Charles de Bourbon-Parme. Charles de Bourbon-Parme est gérant de société et il est venu un nombre incalculable de fois ici. On est et bonjour à tous et je suis toujours content de venir vous voir. Ok, merci. Et Jean Messia est arrivé en douce, comme ça. Bonjour Jean. Bonjour. C'était épouvantable les embouteillages. C'est pas facile, ouais. C'était pas facile. Hein, c'est pas facile, mais je suis là. Ok, merci aussi vite que je peux. Parfait. Et donc vous êtes au Rassemblement National en charge des fédérations? Pas du tout. Je suis membre du bureau national et je suis délégué national aux études. Ok, mais comme vous nous aviez raconté hors micro que vous faisiez le tour des fédérations, je vous avais voilà. Alors oui, ça arrive comme tous les délégués nationaux, on est invité dans les fédérations. C'est normal. Voilà. Il faut aller surveiller les points locaux. Et puis être surtout au contact du terrain, parce que la politique chez nous, elle n'est pas stratosphérique, elle est enracinée. Très bien. À propos d'être bien enracinés, ceux qui sont bloqués dans les embouteillages prennent racine et on en parle dans quelques secondes. À tout de suite. Sujet numéro 1, la grève, celle qui a provoqué le retard de Jean Messia, qui venait de l'autre bout de Paris. Mais enfin bon, moi je suis venu en moto, c'était compliqué. Les autres sont bien braves d'être là. Je peux vous dire que ça a été une galère. Ma question, c'est est-ce que le gouvernement doit plier au bout d'à peu près une semaine de mouvement social? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est nécessaire? Ou est-ce qu'au contraire, il doit tenir sa réforme bien en main? Je crois que le mot plier n'est peut-être pas le mot adapté. Enfin, à mon avis, la question ne devrait pas être posée en termes de savoir si on perd la face ou pas, mais de savoir dans quelle mesure un gouvernement doit suivre la volonté populaire. S'il est clair que l'immense majorité des Français est hostile à cette réforme, il est légitime que le gouvernement y renonce. Il ne s'agit pas de plier, il ne s'agit pas de perdre la face, il s'agit de faire ce que le peuple veut. Oui, sauf que là, ce que vous êtes en train de demander, c'est la démocratie par les sondages. Non, pas seulement, non. Non, alors, si effectivement le gouvernement, dans un cas comme celui-ci, a le sentiment que ça n'est pas vrai, que la population n'est pas hostile à cette réforme, à ce moment-là, il y a quelque chose de clair en démocratie, c'est le vote. D'accord. On peut faire un référendum sur cette réforme. Ok, mais est-ce que le vote, ça va être le référendum? Est-ce que ça va être les prochaines municipales? Est-ce qu'on attend les prochaines... Enfin, il y a différents types de votes. Mais enfin, si on veut faire un référendum sur ce projet de loi, eh bien, ma foi, on a un verdict clair. Et si le peuple l'adopte, les manifestants sont illégitimes. D'accord.
Bon, Antoine Cohen. Ouais, je suis en désaccord. C'est pas parce qu'une majorité de gens, si on suit les sondages, sont contre ce projet de loi qu'on doit l'abandonner. Je vais peut-être choquer certains ici, mais Churchill disait que la démocratie, c'est certainement un très mauvais régime, mais je n'en connais pas d'autres. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que une majorité des gens sont contre ce projet de loi qu'ils ont forcément raison. On peut très bien être minoritaire et avoir raison. Ce que je veux dire par là, c'est que on va pas évidemment remplacer le peuple. Le peuple est souverain, mais il n'est pas infaillible. Et donc, il ne faut pas forcément aller il faut pas aller pour la volonté du peuple, mais disons qu'il faut aller pour l'intérêt de la France, pour l'intérêt du pays, parce que je signale tout de même que le Conseil d'orientation des retraites a établi qu'il y aura entre 8 et 17 milliards de déficit à horizon 2025, et donc on ne peut pas rester passif. Ma position, si vous voulez, sur le sujet, au-delà des grèves, c'est qu'il y a 3 façons de financer les retraites. Soit on augmente les cotisations, il n'en est pas question, elles sont déjà trop hautes. Soit on baisse les pensions de retraite, il n'en est pas question, elles sont déjà trop basses. Donc la seule solution qui reste, c'est de décaler l'âge de départ de la retraite, indexé sur l'espérance de vie. Il est tout à fait logique, à partir du moment où l'on vit plus longtemps, que l'on travaille un peu plus longtemps. C'est d'ailleurs le cas de la plupart de nos partenaires européens qui ont établi la retraite à 65 ans, et même en Allemagne, c'est 67 ans. Ok, alors, je vais donner la parole à Charles de Bourbon-Parme, que je sens frétiller. Merci. Moi, je pense que le problème, il faut le prendre à la base, c'est pas un problème de retraite, c'est un problème de démographie. Quand on a mis la retraite en place, il y avait 5 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,5, 1,8 cotisants pour un retraité. Si on continue comme ça, c'est pas possible. Donc, il faut faire quelque chose. Donc je ne sais pas qui doit plier, si c'est le gouvernement ou les manifestants, mais de toute façon, quelque chose va devoir se passer, parce que sinon, dans quelques années, il n'y aura plus de retraite du tout et pour personne. Donc c'est un choix à prendre. Et aujourd'hui, il y a une majorité de Français qui payent pour tous ces retraités, qui ont certainement tout à fait mérité cela. Mais ça ne peut pas continuer. Autrement dit, vous êtes un soutien ferme et définitif au gouvernement. Vous êtes là, vous dites à Macron, à Édouard Philippe et aux autres, vous tenez dans le fauteuil et si ça secoue, tant pis. Alors, je suis un partisan du fait qu'il faut changer les choses. Je ne suis pas sûr qu'ils aient la meilleure méthode. Maintenant, moi j'estime que tout le monde doit pouvoir partir à la retraite quand il veut. Voilà. Alors, en assumant son choix. Absolument. Moi, je suis pour la suppression de la notion d'âge de départ à la retraite. Ce qui est totalement stupide. Qu'on mette effectivement un âge de départ pour ceux qui le veulent, l'âge standard, mais je crois qu'il faudrait arriver à une situation dans laquelle il n'y a plus de notion d'âge de départ à la retraite et dans laquelle il y a simplement un licenciement pour les gens qui ne font plus leur travail, soit parce qu'ils sont pas bons, soit parce qu'ils sont trop fatigués. Mais ça existe à tout le monde. Et je crois que donc ceci aboutit au décalage. Je crois qu'il faut que les gens travaillent le plus longtemps possible. Ce que dit Antoine Cohen est exact. La démographie est extrêmement claire. Il faut évidemment que les gens travaillent, je dirais, au moins jusqu'à 70 ans, probablement un peu plus. Bon, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut rendre obligatoire l'âge de départ à la retraite à 70 ans. On va revenir sur, c'est assez marrant, on va revenir sur cette notion de plus d'âge de départ à la retraite, mais je voudrais interroger Jean Messia, qui a forcément défilé avec la CGT hier et les premiers jours de grève. On ne défile pas avec quelqu'un, on défile contre quelque chose. C'est le sens de la manifestation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'agissant du fond de la réforme. Le problème, c'est que cette réforme ne vise absolument pas, je dirais, à réformer en tant que telle les retraites, quoique c'est une réforme des retraites, mais le but, c'est effectivement de faire des économies. Parce qu'il ne vous a pas échappé que la situation financière de la France, encore plus depuis la distribution d'argent public par Macron depuis son arrivée pour éteindre les incendies sociaux que sa propre politique, les 11 milliards pas seulement les hôpitaux, les étudiants, etc. À chaque fois que sa politique allume un incendie, il se sert de la lance à incendie budgétaire pour l'éteindre. Donc évidemment, au bout du bout, tout ça commence à coûter cher, ça fait dérailler la trajectoire budgétaire. Bruxelles gueule parce qu'ils ont transmis une trajectoire qui n'est plus celle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, le morceau de choix pour ces économies, c'est la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, contrairement à ce que le gouvernement affirme, ne touche pas simplement les régimes spéciaux. L'élément de langage politique du gouvernement consiste à dire ce sont des privilégiés, c'est pour l'égalité, l'universalité. Ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. La réalité, c'est que tout le monde est touché quand on regarde le mode de calcul des retraites qui va se faire sur toute la carrière et non plus sur les 25 meilleures années pour le privé et les 6 derniers mois hors prime pour le public. Ça entraîne une baisse mécanique des pensions. Voilà. Donc, mais Jean Messia, finalement, tout le monde est touché par sa retraite, tout le monde est touché. Et j'ajoute,
pas simplement d'ailleurs par la retraite. Prenez par exemple le cas des 5,5 millions de fonctionnaires français. Alors on vous dit, leur pension va être calculée sur l'ensemble de leur carrière, mais la contrepartie, c'est qu'on va intégrer les primes dans le calcul de leur salaire. Sauf que le taux de cotisation pour la retraite, s'il ne s'applique plus seulement à la retraite, au salaire de base, mais à l'ensemble du salaire, bah ça va impacter négativement le salaire des fonctionnaires immédiatement, pas seulement la retraite. Donc tout le monde est perdant, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez cadre, que vous soyez régimes spéciaux, vous êtes le perdant de la retraite. C'est ça qui entraîne la coalition de toutes ces colères dans la rue. Jean Messia, vous réagissez, et j'ai lu le soutien de Marine Le Pen aux manifestations, mais aussi chacun réagit sur un projet qui est finalement flou, qui n'est pas connu. Oui, donc, est-ce que c'est pas un peu prématuré aussi que finalement de se mettre en grève le 5 et puis de prolonger et de bloquer une partie du pays? Je regrette que vous repreniez sans doute à votre corps défendant les éléments de langage du macronisme. D'abord, le contenu du projet de réforme, il est connu. Je vous rappelle quand même qu'il y a un rapport assez volumineux qui a été produit par Jean-Paul Delevoye après plusieurs mois de concertation. Donc on voit les grandes lignes de la réforme. Depuis, il y a eu un certain nombre d'éléments de langage qui ont filtré. Donc les macronistes, ça fait partie de leur louvoiement. C'est-à-dire que quand on critique la réforme, on vous dit bah, rien n'est sorti, pourquoi vous en parlez? Par contre, quand on dit du bien de la réforme, là ils abondent, ils disent oui, allez-y, c'est bien. Oui. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège. Je pense quand même qu'on en sait effectivement suffisamment, et Jean Messia a raison, le but est de gagner des sous. Moyennant quoi, on va en perdre, puisque précisément, si on retirait le projet le plus tôt possible, et si on restait sur le système obligé de lâcher de l'argent, parce que pour les Gilets jaunes, on a bien vu. Si d'emblée, on avait arrêté les mesures qui suscitaient la révolte, ça ne coûtait pas un sou au gouvernement. Tandis que là, il a fallu qu'il paye quelques milliards, et la révolte continue. Donc je crois qu'on aura la même chose avec les grèves actuelles. Le gouvernement va lâcher du lest, déjà pour les policiers, parce qu'il est évident que monopolisés comme ils sont, il faut quand même les augmenter. Bien sûr les infirmières, bien sûr les enseignants, bien sûr les hôpitaux, etc. Donc tout ça va coûter de l'argent, mais ne va satisfaire personne, puisque ça va être dilué dans l'immense masse. Donc c'est une raison, à mon avis, évidente pour arrêter tout ça. Je dois dire, puisque Jean Messia a exposé son point de vue, qui me paraît très clair, je crois quand même que la position de Marine Le Pen, telle que je crois l'avoir comprise, c'est-à-dire plutôt un pas partagé par tout le monde à l'intérieur du un abaissement de l'âge de de la retraite, à mon avis, est scientifiquement intenable. La démographie étant ce qu'elle est, il est bien évident qu'il faut accroître la durée de travail. On peut discuter des modalités pour le faire, mais je ne crois pas qu'on puisse... Oui, mais cher monsieur, vous ne pouvez pas pousser vers le travail des gens qui n'en ont pas. En l'occurrence, aujourd'hui, vous avez non seulement un taux de chômage de masse global de l'économie française, mais vous avez le taux d'emploi des seniors en France qui est le plus faible d'Europe. Donc vous ne pouvez pas d'un côté mettre le pistolet sur la tempe aux gens, leur demander de travailler plus, alors même qu'à partir de 55 ans, le monde néolibéral dans lequel nous vivons les considère comme des débris et les pousse vers la sortie, alors qu'ils n'ont pas fini leur carrière. Jean Messia, je vais faire intervenir Antoine Cohen, parce qu'Antoine Cohen a une particularité, c'est que c'est le plus jeune, et à mon avis, de très loin, autour de cette table. Et donc, en fait, c'est celui qui va payer pour nous. Et donc, Antoine, vous voulez payer beaucoup plus pour nous pendant plus longtemps? C'est quoi votre projet? Personne n'est capable de dire, quand on a mon âge ou quand on a 30 ou 40 ans, à quel âge je vais partir à la retraite et avec quelle pension. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un échec du point de vue de la communication. Parce que cette réforme, elle se voulait égalitaire dans le sens où le gouvernement veut instaurer un régime de retraite universel, et donc on a déduit qu'on supprime les régimes spéciaux qui, à mon sens, ne se justifient plus aujourd'hui parce que certains estiment, notamment parmi les grévistes, qu'il y aurait des métiers qui seraient plus difficiles que d'autres. On voit mal un policier travailler jusqu'à 65 ans. Moi, je pense qu'un policier peut tout à fait travailler jusqu'à 65 ans s'il se concentre à la fin de sa carrière davantage sur la paperasse administrative que sur le terrain. Mais je voudrais insister sur la retraite à points. Qu'est-ce que c'est que la retraite à points? C'est une des choses que l'on sait, le point, la répartition. C'est-à-dire qu'à la fin de votre carrière, vous cumulez X points et vous multipliez ça par la valeur du point. Sauf qu'aujourd'hui, on ne connaît pas la valeur du point, et surtout, c'est que le point, il va être indexé sur l'indice. C'est-à-dire qu'il peut prendre de sa valeur comme il peut en perdre. Le gouvernement aujourd'hui s'engage à tout faire pour que le point ne baisse pas, mais rien ne nous garantit que pour les gouvernements suivants, il en fasse de même. Donc la réalité, c'est que, d'ailleurs, François Fillon l'avait avoué lui-même lors de la campagne des primaires en 2016, il a dit ce qu'aucun homme politique ne dit, c'est que la retraite à points, ça a pour objectif de faire des économies
en baissant les pensions de retraite. Et d'ailleurs, Évidemment, je suis dans tous les pays où ça a été appliqué, on a effectivement constaté une baisse des pensions. Le point de retraite n'est pas très différent dans son fonctionnement que le point d'indice de la fonction publique. Le point d'indice de la fonction publique aujourd'hui, il est gelé depuis 6 ans. Sauf que la retraite, à ce moment-là, si le système restait le même, c'est-à-dire que s'il y avait un certain nombre de retraites privilégiés, on va dire, de retraites spéciales qui sont la conséquence d'un historique, de quelque chose, et on laisse pour éviter d'avoir la France bloquée, ça va vouloir dire que la retraite va être financée par le déficit. Et ce déficit ne va aller que s'accentuant, puisque malheureusement, d'Antoine Cohen, il n'y en a pas beaucoup. Mais de toute façon, le déficit, il va avoir lieu parce qu'au départ, le gouvernement disait qu'il n'y aura aucun perdant. Ouais. Après, on a découvert que les infirmiers, par exemple, ou les enseignants allaient perdre beaucoup. Donc, du coup, le gouvernement a été obligé de reconnaître qu'il y a des perdants et il a promis de compenser. Alors, soit il compense effectivement par des hausses de salaire, et comme ces gens-là sont fonctionnaires, c'est forcément des dépenses publiques en plus, soit par une prise en compte par l'État d'un certain nombre de cotisations, ce qui revient au même. Donc, si vous voulez, cette réforme va au final quand même coûter très cher, parce que les régimes spéciaux, encore une fois, ça faisait partie d'un package. Le type qui part à la retraite avec 1 800 € en fin de carrière de salaire, comment peut-on penser que c'est un privilégié? Et comment les gens... La question, c'est plus l'âge de départ à la retraite. Mais justement... autrement dit, la durée de cotisation. Oui, mais parce que ça faisait partie d'un avantage qu'on accordait à ces catégories qui acceptaient de commencer avec des salaires très faibles, qui avaient un déroulé de carrière qui faisait qu'ils arrivaient avec des salaires plus faible que les autres en fin de carrière. Et donc, c'est un package, c'est ce qu'on appelle dans une entreprise un package. Ça veut dire, c'est un des avantages. Alors, moi, je veux bien qu'on les remette à plat, mais dans ce cas-là, il faut compenser. Et si on compense, je ne vois pas l'intérêt de la réforme. Donc, vous êtes un partisan du statu quo, Jean Messia. Je suis un partisan. Oui, pourquoi? Je vais vous expliquer très clairement. Parce qu'en fait, le problème du financement des retraites, eh bien, il ne se situe pas dans la comptabilité. Les jugulaires du financement de la retraite, c'est dans l'économie et dans la natalité. Nous avons un modèle social qui est extrêmement onéreux, mais auquel les Français sont attachés. Donc, si vous ne créez pas les conditions pour que l'économie française crée suffisamment de richesses pour pouvoir financer ce modèle social, eh ben, vous n'avez qu'une seule possibilité, c'est d'effondrer le modèle social. C'est ce qui est en train de se passer par manque d'ambition économique. Sachant que si, parce que les conditions s'y prêtent, les Français se mettent à faire beaucoup d'enfants, dans tous les cas, ça n'aura un impact sur les cotisants que dans 25 ans. Sachant que la France a le taux de natalité le plus élevé d'Europe. Déjà. Alors, on va céder la parole à Charles de Bourbon-Pas parce qu'il est resté très sage, les bras croisés, mais il a plein de choses à nous dire. Moi, je reste un peu sur mon idée, c'est toujours un problème de démographie et on peut critiquer tout ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut prendre le truc, le tourner dans tous les sens, les chiffres, eh bien, ça ne marchera pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, pour moi, il faut tout casser et tout recommencer. Il ne faut pas essayer de bricoler ce qui ne marche pas. Et ça, on a quelqu'un qui travaille dans les ordinateurs toute la journée. Il sait très bien que quand on fait un programme, il ne faut pas en prendre un vieux pour essayer de le bricoler. Non, ça ne marche pas non plus. Oui, moi, je pense qu'il faut tout mettre à plat. Donc vous pensez que cette réforme, elle ne va même pas assez loin, puisqu'en réalité, elle consiste à adapter le système actuel et à le transformer un petit peu. Moi, je ne suis pas pour qu'on licencie les gens au bout d'un certain temps. Je suis pour que les gens aient le choix de partir exactement comme ils veulent. Maintenant, on peut faire des exemples. Admettons que ça me vient à l'esprit pendant que je vous parle, que votre retraite, vous cotisez toute votre vie. Donc, c'est facile à calculer combien vous avez donné dans la caisse de retraite. Admettons que ce soit ça ce que vous allez recevoir pour votre retraite. C'est ce que vous avez cotisé, c'est à vous. Eh bien, on mettrait même le capital aux gens Non, ce qu'ils ont cotisé à la caisse de retraite. Oui. Bon. D'accord. Ils ont travaillé pendant 40 ans. Ils ont une espérance de vie, disons, pour faire facile, ça va jusqu'à 100 ans. Eh bien, ils auront droit à temps par mois jusqu'à leurs 100 ans. Mais c'est un peu le principe. S'ils ont envie de partir à 40 ans, eh bien, ils partent à 40 ans. S'ils ont envie de revenir travailler à 60 ans, ils peuvent revenir travailler. Pendant qu'ils ne travaillent pas, ils ne cotisent pas, mais ils vivent de leur retraite. Maintenant, s'ils ont envie de revenir, ils vont recommencer à cotiser, ils vont remettre dans le pot. Chacun saura exactement combien il a droit, combien il a cotisé, l'espérance de vie, etc., etc. Moi, je suis pour libérer tout ça et pas pour dire à chacun, tu vas avoir tant, toi, tu vas avoir tant. Et puis, ceux qui travaillent d'une façon plus dure sont peut-être travaillés différemment que ceux qui travaillent d'une façon moins dure, donc les cotisations ne sont pas les mêmes. Et tout ça s'accumule. Et celui qui va avoir un travail très difficile, eh bien, il ne va pas toujours travailler dans un travail très difficile. Et ses cotisations de retraite ne seront pas les mêmes. Mais ce qu'il aura cotisé, Charles, je vous reviendra à lui. Charles, est-ce que vous êtes d'accord avec l'adjectif ultra-libéral dans ce... Sachant que beaucoup la prennent comme une insulte, mais vous pourriez assumer... Non, alors je veux surtout pas insulter qui que ce soit. Je dirais que c'est un petit peu chacun travaille pour soi.
Ouais. Oui, mais Oui, c'est pas ça, la c'est philosophie pas- de notre modèle social, c'est pas la philosophie non plus de notre nation. Je pense que Oui, mais on a un système. en France, dans la rue, aujourd'hui, vous entendez que les gens en ont peut-être assez de travailler pour les autres. Alors, je ne pointe personne du doigt en disant ça. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un contrat. C'est-à-dire vous acceptez sûr. de travailler pour les autres à condition qu'une fois que vous serez vous-même Alors, à la retraite, les autres travailleront pour vous. Ça s'appelle le régime par répartition. Oui, alors on peut intégrer le Vous problème voyez que des enfants là-dedans. Bah, bien Pourquoi sûr, est-ce non, que mais ça, alors ça, pourquoi est-ce que on peut- des gens qui mais- ont eu 5 enfants Mais oui, auraient mais moins ça- de retraite que ceux qui n'en ont pas eu du tout? Bah, ce n'est pas le cas pour l'impôt en l'occurrence. Enfin, puisque Charles, c'est- On pourrait mettre vous êtes- plein de choses mais comme vous ça, êtes- mais totalement c'est un des mais projets mais c'est- aléatoires. Mais c'est déjà fait. D'après C'est les déjà fait, choses... vous avez les femmes enceintes qui ont eu plein d'enfants, des 3-4 enfants, ils ont des trimestres en plus, ils ont des années en plus, tout ça est intégré. Alors sans doute qu'il faut le modifier, l'adapter, etc. Mais justement, notre régime est riche parce qu'il prend en compte les particularités, que ce soit la pénibilité, que ce soit les enfants, les femmes qui élèvent des enfants, Mais- tout ça est pris en compte. Alors sans doute qu'il faut peut-être réformer ça, mais casser, je dirais, la logique par répartition, je suis totalement contre, Oui. parce que la logique par capitalisation, Mais- c'est pas non plus la panacée. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez la perte des retraités de ces fonds de pension qui gèrent les régimes par capitalisation et qui ont ruiné des générations de retraités. Les fonds de pension, c'est un autre problème. Je crois, Charles, que vous ne pouvez pas soutenir à l'excès ce point de vue parce que nous faisons société. Oui, il y a société, oui, il n'y a pas société. Alors, moi, je suis contre, d'ailleurs, la vision libérale des choses parce que, précisément, elle vise à supprimer la société. Par contre, ce détail mis à part, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je crois qu'il faudrait que les gens puissent travailler le temps qu'ils veulent. Et je crois que la bonne solution, c'est que beaucoup de gens travaillent au-delà de ce qu'on appelle habituellement l'âge de la retraite. Et j'ai bien compris que la plupart des gens se faisaient virer avant Bah oui. l'âge de la retraite. Mais il y en a qui ne se font pas virer et qui souhaiteraient travailler plus longtemps. Ben, ça, Je ils ont la crois. possibilité. Oui, Très encore. difficile. Non, Très difficile. il y a Dans des la chercheurs fonction qui publique, partent aux c'est États-Unis impossible. parce qu'ils ont C'est dépassé l'âge impossible. de- Oui, mais parce que c'est 67 ans. Alors Eh ben, peut-être qu'est-ce que ça... c'est Et l'expérience d'un Écoutez, chercheur s'arrête à aujourd'hui, 67 ans. Non, non, la plupart, peut-être- non, mais attendez, des j'ai- très bons chercheurs Tout à français fait, mais je sont suis en train d'accord de partir en Chine Je suis à l'âge d'accord de avec la ça. retraite. Je suis hein. d'accord avec ça. Je ne dis pas qu'il faut absolument maintenir le statu quo. Je dis que sans casser la logique d'ensemble, la colonne vertébrale, je dirais, de notre système, on peut effectivement en amender certains aspects. Oui. Celui-là en fait partie. Alors, Mais je le ne suis fait pas contre les le fait de régimes lever l'âge de la spéciaux. retraite pour les Moi, chercheurs, je ça pense casse pas la logique Je pense que d'ensemble. les hein. régimes spéciaux, on peut les garder pour la raison précise, c'est qu'il y a eu un contrat entre les types qui ont été embauchés dans telle et telle entreprise, et ça faisait partie, comme vous le dites, du package, que d'avoir tel ou tel avantage en Ouais. termes de retraite. Sauf que Hein. la pénibilité a changé et une des propositions, c'est Le la contrat, fameuse clause c'est du un grand-père. contrat, c'est un contrat. Oui, mais ça voudrait dire que juste Mais de quand date les les régimes engagements spéciaux sont... 45. Pardon. Oui, Exactement. c'est après-guerre. Exact, oui. Et Dans pourquoi une période Pourquoi le plus général a mis en place les régimes spéciaux? Parce que il faut le dire. Allez-y. Ben, c'était pour remercier, par exemple, la SNCF et tous les cheminots pour l'effort de guerre qu'ils avaient fait. C'était parce qu'à l'époque, on avait besoin de professeurs pour tous les petits toujours le cas jeunes aujourd'hui, hein. français pour pouvoir les faire travailler. Donc, ils avaient droit à des privilèges. Tout ça a été mis en place à un moment où pour remercier et parce qu'il y avait cet élan fabuleux qu'il y avait après la guerre. Un élan fabuleux aussi parce qu'il y avait le plein d'emploi. Bah, c'est ça, on tout avait les moyens de tout nos ça n'est ambitions. plus là. On Alors, avait les moyens de nos merci ambitions. beaucoup Est-ce qu'on doit au s'adapter général pour La avoir durée mis de ça vie en n'était pas place. la même. Mais aujourd'hui, il faut remettre les choses à leur place. On pourrait vraiment, j'ai le sentiment, avoir un débat qui pourrait durer plus longtemps. Vous savez que l'émission a ses contraintes et je vais céder la parole à Antoine Cohen qui est chargé de faire la conclusion. Oui, je voudrais quand même dire à Jean Messia qu'on connaît évidemment la solution du Rassemblement national qui consiste à proposer la retraite à 60 ans. 40 annuités. Oui, et aujourd'hui c'est 41 et demi Ouais, annuités. 40 Donc, annuités. oui, C'est-à-dire donc c'est que moins- pour c'est l'avoir à moins- 60... Non, mais ça veut dire Je que vous pour l'avoir rassure, à tous les deux, vous allez devoir travailler beaucoup plus que ça. pour l'avoir à 60 ans, il faut le avoir tout le Rassemblement monde national ensemble. propose Pas tout le monde la ensemble. retraite à 60 ans par la relance de l'emploi. Mais ça, ce n'est pas une mesure concrète. Ça, c'est Bah si. c'est un objectif. C'est un objectif. Ce sont des économies virtuelles. Et par conséquent, ça ne sert à rien de proposer la retraite à 60 ans si on n'est pas capable de la financer. Oui, mais aujourd'hui... Un petit mot, Jean Messia, parce que là, il faut vraiment conclure. Aujourd'hui, les gens qui sont entre 55 et 65 ans sont au chômage, pour beaucoup d'entre eux. Mais vous prenez le Donc, problème à l'envers. Il donc faut, ça, c'est- il faut, il faut, Donc il faut bien, il faut bien que baisser les- le chômage pour les seniors. Et comment justement. vous le faites si Bah, ce n'est en par- relançant par- l'économie, bah, par un par plan de exemple, réindustrialisation, par une baisse des par charges, la Pas tous protection. ensemble, s'il vous plaît. Voilà. On en a Donc, assez. Hein. donc- Ok. Allez, on finit on conclut là-dessus. Je sais que c'est au milieu. Si la grève continue, ben, on se reverra. Si elle s'arrête, on en reparlera d'une manière ou d'une autre parce qu'il faudra bien que le système avance. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour un sujet suivant. À tout de suite.
Sujet suivant. Le 25 novembre, 13 soldats français sont morts au Mali. Le 2 décembre, un hommage national a été organisé aux Invalides. J'imagine que certains d'entre vous l'ont regardé. Dans tous les cas, il y avait des centaines de Français qui se sont mobilisés sur le parcours du cortège pour rendre hommage à ces soldats morts pour défendre notre style de vie. En revanche, beaucoup ont dit, mais cet hommage, on n'en a quasiment pas entendu parler. Les médias étaient sur la grève qui allait avoir lieu quelques jours plus tard. Et en fait, cet hommage a été volé. Mais moi, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que, pour une fois, il ne devrait pas y avoir une trêve des médias pour que des causes aussi importantes que celle-ci apparaissent et ne soient pas couvertes par une actualité qui traîne en longueur? Vous voulez qu'on dise du mal des médias? Je ne sais pas, Charles de Bourbon-Parme, je ne sais pas. Je vous demande d'avoir votre avis. Juste un détail, ce que j'ai envie de dire. Alors, bon, on a aussi encore plus ignoré les 3 pompiers qui sont morts en hélicoptère quelques jours plus tard. Et alors, eux, par contre, on n'a rien entendu du tout. C'était pendant les inondations. Ils avaient sauvé des personnes juste avant, et eux, ils ont été... mais rien. Alors là, c'était le vide sidéral pour ces 3 pompiers, pilotes, médecins, etc., secouristes. Et ça, j'ai trouvé ça très triste. Mais vous renforcez pas mon avis? Non. Non. Vous dites pas, il y a un moment, il faut que ça s'arrête, et c'est un peu comme la minute de silence. Pour moi, ça n'a pas de soi, donc il n'y a même pas de débat. Oui, mais sauf que ça n'a pas de soi. Ouais, mais après, si vous voulez, le problème, c'est que l'actualité, enfin, le monde continue à tourner. Oui. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de... Et la presse, c'est tous les jours, il faut quelque chose. Donc, voilà, donc en fait, c'est le rythme, c'est le calendrier médiatique, on va dire, le tempo médiatique, qui fait qu'une actualité chasse l'autre, et c'est plus une logique, j'allais dire, quantitative que qualitative. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'intéresser à la grandeur ou à la solennité d'un événement qu'à sa nouveauté. Et donc à ce moment-là, à partir du moment où c'est nouveau, une actualité chasse l'autre. Non, mais sur le fond, je profite d'une incidente, parce que moi, il y a quelque chose quand même qui me scandalise dans cette affaire, c'est on envoie quand même nos soldats au Mali pour risquer leur vie et la perdre, malheureusement, ce qui est le cas de ces 13 personnes. Mais on voit à Paris de manière particulière et en France de manière générale, des légions de jeunes Maliens qui sont arrivés en France par l'asile ou par des visas étudiants ou par le tourisme, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi ces jeunes qui sont dans la force de l'âge ne restent pas dans leur pays pour défendre sa souveraineté, pour défendre son intégrité face aux menaces djihadistes. Pourquoi est-ce que c'est nos enfants à nous, les enfants de la France, qui doivent aller défendre un pays dont la jeunesse ne rêve que d'une chose, c'est de le fuir pour laisser d'autres le défendre à leur place? Moi, ça me dépasse. Voilà, c'était mon coup de gueule. Antoine Cohen, je pense que ces soldats défunts ont eu leur moment. Le président de la République leur a rendu hommage. Au-delà de cela, nos troupes sont engagées au Mali et par conséquent, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des victimes. On ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Ouais, les soldats vont être contents d'apprendre ça. Oui, mais bon, c'est comme ça. Nous sommes engagés. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous avons également des intérêts stratégiques parce que si les djihadistes prennent le pouvoir, il y aura alors une forte déstabilisation de la région et il faudra s'attendre à une déferlante migratoire comme c'est le cas en Libye. Alors, en effet, je suis favorable à ce que nos troupes restent en Mali tant que ce mal est présent sur ce territoire. Je pense que ce que m'inspire cette affaire, c'est que, bien sûr, une actualité chasse l'autre et c'est comme ça. Mais il y a aussi le fait que les gens, dans le contexte actuel, ne savent plus très bien ce que nous faisons là-bas, dans la mesure où l'un des problèmes qui se pose, et qui me paraît essentiel, c'est qu'on ne désigne pas l'ennemi. Or, on ne peut pas faire une guerre s'il n'y a pas un ennemi qui est désigné. Alors, on désigne des abstractions, le terrorisme, la radicalisation, que sais-je, mais ça, ce sont des abstractions, n'est-ce pas? On a beaucoup de mal à dire, tout le monde sait bien sûr qui est l'ennemi, mais on a beaucoup de mal à le désigner. C'est Daesh, pardon, l'ennemi, c'est le terrorisme islamique, c'est pas le terrorisme en général. Donc ce sont pas, n'est-ce pas, des lapins terroristes, des cultivateurs ou des collectionneurs de timbres, hein. Des couteaux fous. Voilà, ce sont des gens bien précis. Et à partir du moment où on fait une guerre sans avoir la définition claire de qui sont les gens contre qui on fait la guerre, on a effectivement beaucoup de mal à gérer, par exemple, la mort de nos guerriers, n'est-ce pas? Et puisque précisément, on ne sait plus très bien ce qu'ils font. Ok, j'entends. Mais pardon,
Comment feriez-vous Ok, maintenant vous remplacez Florence Parly, vous êtes ministre des Armées. Je pense que Qu'est-ce la vous dites? désignation de l'ennemi est essentielle. D'ailleurs, ça me vient à l'esprit une remarque de Julien Freund, qui était professeur à Strasbourg et qui a travaillé sur la question de l'ami-ennemi. Son président de thèse pressenti, après ça a été Raymond Aron, mais avant Raymond Aron, lui a dit: je peux pas être président de votre jury parce que moi je peux pas fonctionner comme ça avec la notion d'ennemi. Ce à quoi Julien Freund a répondu: mais vous savez, l'ennemi, si vous le désignez pas, soyez sûr que lui vous désigne. Et aujourd'hui, c'est exactement la situation telle qu'elle est. Donc je pense que lorsque nous faisons la guerre, et en la circonstance, on a de bonnes raisons de faire la guerre pour préserver les intérêts français, et parce que ces terroristes-là sont en guerre avec nous, il est important de désigner effectivement les gens contre qui on fait la guerre. Ok, pardon, j'insiste. Vous êtes le nouveau ministre des Armées, mes respects, monsieur le ministre. Je crois pas. Qu'est-ce que vous dites pour ça? Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, exactement. C'est quoi les mots que vous devez? Eh bien, je dis qu'effectivement, nous avons des soldats qui d'abord ne sont pas des victimes, mais des héros, parce qu'ils font la guerre au service de la patrie, parce que la patrie est en guerre contre quelque chose de bien précis, qui est le terrorisme islamique, et contre lequel nous faisons la guerre à la fois dans le pays lui-même et à l'extérieur lorsque nous avons les armées opposées. Voilà. D'accord, très bien, c'est très clair pour moi. Charles de Bourbon. Alors moi, je pense que toujours, je suis absolument navré qu'il n'y ait que les Français qui soient au Mali pour essayer de combattre. C'est clair. Il y a quand même une armée régulière. Hein, elle est... Oui, non, mais l'Europe. L'Europe, il n'y a que les Français. Oui, l'Europe. Voilà. Et une autre chose aussi, je rebondis sur ce que vous disiez. Mon père est parti de la France à 14 ans dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il est revenu à 17 ans avec l'uniforme américain. Et il n'avait qu'une idée en tête, c'était bouter l'ennemi hors de son pays. Et j'ai envie de dire, mais peut-être que le ministre des Armées devrait peut-être, parce que nous savons où ils sont, nous savons qui ils sont, et ils ont finalement des papiers pour pouvoir circuler en France, où sont ces Maliens qui sont prêts à aller chez eux pour récupérer et peut-être apaiser leur pays tel qu'ils aimeraient l'avoir. Vous seriez prêt à mettre le marché en main, autrement dit, aux Maliens qui sont ici en France de manière peut-être illégale, c'est de leur dire: vous rentrez et vous vous engagez? Il faudrait une légion de Maliens. Une légion de Maliens. Enfin, il faudrait, je sais pas, un commando kiffer malien, une résistance malienne. Voilà, je veux dire, pourquoi est-ce que ces gens arrivent chez nous? Ils ont tout à prendre et rien à apporter. Donc, ils nous coûtent non seulement de l'argent ici parce qu'ils tirent évidemment abusivement sur notre État-providence, que ce soit sur les aides sociales, que ce soit sur la santé, sur l'éducation, sur le logement, etc. Donc, on les finance ici et en même temps, on finance un effort de guerre chez eux dont ils ne sont pas partie prenante ni financièrement ni humainement. Donc évidemment, cette situation... Alors, quand je dis ça à des amis de gauche, ils me disent: oui, mais tu comprends, le Mali, c'est en Afrique, ce sont des Africains. Je dis: mais attends, mais c'est quoi ce racisme-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que c'est en Afrique et que c'est des Africains, ils n'ont pas le droit d'avoir une conscience nationale, ils n'ont pas le droit d'avoir une combativité au service de leur souveraineté, de leur identité, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de morgue qui consiste à inférioriser un peuple sous prétexte que c'est pas nous? Mais donc, le Mali, j'ai eu le bonheur d'y aller, c'est un pays absolument magnifique, qui est la transition entre l'Afrique du Sahara et l'Afrique des Grandes Plaines. Et c'est un pays absolument magnifique. Mais pour autant, est-ce qu'il y a une conscience nationale qui fait qu'il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont envie de s'engager pour défendre leur pays? Oui, mais rien n'empêcherait le gouvernement français de communiquer sur ce thème et d'inviter les jeunes Maliens, effectivement, à défendre leur pays. Il me semble que c'est une des missions de l'armée française, qui est de former des cadres pour que l'armée malienne se reconstitue. Oui, mais on pourrait le faire avec plus de les former, pas de se battre à leur place. Oui. Et là, l'armée française, d'ailleurs, forme beaucoup d'officiers et de sous-officiers de beaucoup de pays avec lesquels on a des accords. Mais jamais la France ne s'est substituée sous prétexte de formation aux armées nationales de ces pays, puisqu'on les forme justement, c'est pas pour qu'ils restent chez nous. Je constate quand même une chose. Hein. Oui, la bonne nouvelle, c'est quand même que, en règle générale, ici, on ne dit pas beaucoup de bien de M. Macron, mais en l'occurrence, cette aventure et le fait que la France soit toute seule là-bas, c'est-à-dire qu'il n'y a ni Malien, ni Européen, ni OTAN, ni quoi que ce soit, lui a permis de prendre ses distances avec l'OTAN, ce qui lui a valu les critiques que l'on sait, mais voilà au moins une bonne chose, car d'une certaine manière, en l'occurrence, Emmanuel Macron a eu plutôt des propos
en faveur de la souveraineté nationale. Oui, mais c'est Et moi, hostile à je pense que c'est des propos totalement opportunistes. Ah, mais oui, mais la politique, c'est ça. Mais Oui, peu importe. mais à mon avis, il n'en pense rien. Emmanuel Macron, il vous parle d'immigration parce qu'il sent que tous les Français en parlent, donc subitement, il se découvre un intérêt pour ce sujet. Là, parce qu'il est en désaccord avec Trump et qu'il y a les histoires avec la Turquie, subitement, il se découvre anti-otanien, etc. Ne faisons pas poser l'intention. C'est une succession Non, d'opportunisme. mais monsieur Messia, est-ce que vous préférez entendre monsieur Macron tenir des propos en faveur de la souveraineté ou aller en Algérie et faire l'éloge du FLN? Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère la deuxième solution parce que je préfère que Macron dise ce qu'il pense. Voilà. Enfin, écoutez, Or, en disant le contraire, il trompe peut-être beaucoup de gens, mais il trompe pas ceux qui le connaissent. Antoine Cohen, vous êtes peu intervenu. Moi, je constate une chose, hein, c'est assez drôle. Mon propos, c'était de vous faire réagir sur l'invisibilité relative de cet hommage dans les médias. Et finalement, vous êtes plutôt d'accord pour dire que c'est comme ça, qu'on ne peut rien en faire, que l'actualité chasse l'autre et que cette actualité d'hommage a eu son temps de parole court à cause de l'actualité des grèves et que l'un chasse l'autre, c'est pas très grave. C'est peut-être pour des raisons, après tout, d'audience et pour des raisons commerciales, c'est-à-dire que les médias sont obligés de passer à un autre sujet parce que l'opinion risque de se lasser de cet événement, tout simplement. La question qui se pose est simple, c'est l'audience. C'est qu'il y aurait 850 000 personnes dans la rue, on n'en parlerait pas. Vous seriez aussi aujourd'hui en train de faire une émission en disant mais comment ça se fait qu'on continue à parler de l'hommage alors qu'il y a 1 million de Français dans les rues de France? Ok, je suis toujours de mauvaise foi. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. D'accord, merci beaucoup Jean Messia, l'Africain. Ok, très bien. Bon écoutez, ce sujet n'a pas fait un grand succès. Vous êtes finalement d'accord, je suis dans le camp des mauvais. On passe au sujet suivant. À tout de suite. Jean-Luc Mélenchon vient d'être condamné à 3 mois de prison avec sursis et quelques milliers d'euros d'amende. Tout ça parce que la justice dit qu'il s'est rebellé, qu'il s'est insubordination, quelque chose comme ça. Bref. Moi, je me suis demandé si la justice n'avait pas peur de Jean-Luc Mélenchon. Je me suis demandé si quand même quelqu'un qui lors d'une perquisition à son domicile et au siège de son parti, menace des juges, incarne la République, c'est moi, ma personne est sacrée. Est-ce que c'est pas quelque chose qui aurait mérité une sanction plus forte? Moi, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez que Mélenchon fait peur et que la justice s'est couchée, ou est-ce que vous pensez que finalement sa sanction est juste et mesurée par rapport à ce qu'il a commis? Écoutez, moi, je pense pas que Mélenchon fasse peur à la justice pour une raison très simple, c'est que la justice n'a peur de rien, car les juges, on a bien vu à travers toutes sortes de problèmes, ils sont mis en coche de manière métaphysique, mais jamais ad hominem. Un médecin qui fait une erreur médicale, il est mis au pilori. Je ne parle pas de certains hommes politiques. Donc je ne crois pas que la justice ait peur de quoi que ce soit. Je crois que la justice n'avait pas le choix que de condamner un peu, mais pas trop, Jean-Luc Mélenchon, parce que s'il n'avait pas condamné du tout, c'est une manière de dire que Mélenchon n'avait pas fauté. Et s'il avait beaucoup condamné, c'était en faire un martyr. Donc je crois qu'il n'y avait pas tellement le choix. Oui, alors moi, Jean Messia. Disons que si on veut comprendre l'importance de la condamnation de Jean-Luc Mélenchon, il faut probablement la restituer aux côtés de toutes les peines prononcées par la justice, d'ailleurs pour le monde politique ou en dehors du monde politique. Quand on voit que toutes les affaires concernant la majorité depuis 2017, à 99,9% sont classées sans suite, quasiment en quelques jours, sans même qu'on mette un coup de sonde pour savoir leur réalité, quand on voit que, comme 4e personnage de l'État, je veux parler de Richard Ferrand, qui est mis en examen, reste à sa position. Évidemment, quand on restitue la condamnation de Mélenchon, qui quand même est arrivé dans un temps record par rapport à un truc qui est quand même pas gravissime. Il a pas volé de l'argent, il n'a pas plongé dans des magouilles comme certains macronistes, il n'a pas frappé quelqu'un physiquement.
Voilà, donc en fait, on a à la fois les gens de la majorité qui bénéficient d'une sorte d'immunité, quasi-immunité judiciaire. Et puis, je ne vous parle pas, évidemment, de tous les gens de la diversité, de tous les représentants de la diversité dans les quartiers, etc., qui sont attrapés, qui sont libérés le lendemain parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes culturels, ou c'est à peu près ça. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que si on veut comprendre si la justice est juste, il faut élargir le spectre pour savoir si, effectivement, il n'y a pas un deux poids, deux mesures. Et en l'occurrence, c'est le cas. Oui. Antoine Cohen. Jean-Luc Mélenchon a exprimé la perpétuelle accusation du gouvernement des juges. On sait pourquoi il a été condamné, pour intimidation et rébellion devant des magistrats et des représentants de la force de l'ordre. Quand on sait qu'un homme politique, il doit être responsable et il doit montrer l'exemple à ses concitoyens, il me semble que cette condamnation est justifiée. Mais pour quelqu'un qui prétend à la magistrature suprême, et quand on sait qu'un président de la République doit faire face à des crises inédites, à des situations exceptionnelles, il doit conserver un grand sang-froid. Mélenchon n'en a pas, et par conséquent, il n'a absolument pas la stature d'un homme d'État. Mais au-delà de cela, on dit que cette affaire l'a décrédibilisé. Et moi, je pense qu'on le sous-estime tout de même. Hein. Quand on regarde ses scores à la présidentielle, en 2012, 11%, 2018, 18%. Il n'est pas du tout exclu qu'en 2022, il fasse au moins 20%. Et à partir, à partir du moment où on fait 20%... Il a fait 6 aux européennes. Non, mais je parle de la présidentielle. Oui, mais il est jamais aussi bon que pendant la présidentielle. Il avait fait aussi 6% en 2014. Ça ne l'a pas empêché, 3 ans plus tard, de faire 18%. Donc s'il fait au moins 20%, là, tout est possible et il peut très bien se retrouver au second tour face à Emmanuel Macron. Mais il sera aussi sa meilleure assurance vie pour être réélu. D'accord. Charles de Bourbon-Parme, la condamnation de Jean-Luc Mélenchon vous choque ou finalement elle vous semble bien normale et il vous semble que la justice a fait son travail? Pour moi, c'est un détail pour les médias. Oui. Ça vous intéresse pas du tout. D'accord. Ok. Du tout. Je trouve que, enfin, moi, on peut aller plus loin dans le débat. Enfin, je sais pas, moi, je suis pour que il y ait plus l'école de magistrature doit être changée. Pour moi, je pense que Charles de Bourbon-Parme, le révolutionnaire. Oui, alors qu'est-ce que vous renversez comme trône? Alors, moi, je pense que des juges qui font, des gens qui rentrent dans l'école de magistrature, qui sortent de là et qui immédiatement sont jetés à juger des affaires, ils ne sont pas en contact de la lie qui est là dehors. Moi, je suis un peu je dirais que pour être magistrat, il faut commencer par être avocat ou avocat pénal et vraiment se rendre compte des problèmes que nous avons et de cette lie qui est là. Ensuite, quand ils auront bien vu tout ça, ils vont à l'école de magistrature et ensuite, ils pourront juger tout ça. Mais moi, la logique quand même de notre système, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'un flic, il n'a pas été à Paris 18e ou en Seine-Saint-Denis avant d'y être bombardé. Un enseignant qui est bombardé à Bobigny en sortie de l'UFM, c'est exactement la même chose. Oui, ou un professeur qui va dans les écoles, dans les banlieues. Et les énarques, n'en parlons pas. À 23 ans, vous pouvez être directeur de cabinet d'un préfet et vous ne connaissez rien de la vie. C'est notre système qui est comme ça. Parce que notre système est basé aussi sur une phrase qui est que le bon vin n'attend pas, etc. Voilà. Donc les gens, quand ils sont bons, ils apprennent sur le terrain. Il y a des stages, il y a des formations. Et il faut dire que ça marche plutôt bien. Moi qui suis dans la haute fonction publique maintenant depuis une vingtaine d'années, j'ai exercé des postes à l'étranger, j'ai vu ce qu'étaient les hauts fonctionnaires d'autres pays. Je trouve que les nôtres sont quand même très bien formés. Alors, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la politisation des juges. Mais ça, c'est une question. J'allais y venir. Parce que leur formation, après tout, bon, ça marche, etc. Mais par contre, je pense qu'un juge doit être neutre. Le syndicat de la magistrature, c'est un pur scandale. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que les juges soient neutres. On impose la neutralité au préfet, par exemple. On l'impose à tout un tas de métiers. La justice... Parce que le préfet est représentant de la République, alors que le juge n'est pas représentant de la République. Oui, mais le juge doit rendre la justice, c'est-à-dire une justice neutre. Or, vous ne pouvez pas rendre une justice neutre si vous êtes à gauche. D'ailleurs, on le voit bien comment la justice est rendue par un certain nombre de juges. Et la justice serait plus neutre si elle était dépolitisée. Était à droite ? Si elle était dépolitisée. Oui. Si elle était dépolitisée. En tout cas, que les gens... C'est toujours pareil. Un journaliste, il peut avoir ses convictions. Mais s'il adhère à un parti ou s'il adhère à un syndicat qui est à gauche, il affiche ses convictions. C'est pas la même chose. Comment pouvez-vous dépolitiser quelqu'un ou quelque chose? Les gens sont forcément politisés, donc c'est très difficile. Et forcément intéressés par la politique. Mais dans ce cas-là, les préfets aussi sont politisés. Là, un préfet vote, un militaire vote, mais pourtant on leur impose quand même la neutralité. Voilà, ils n'ont pas le droit de s'affilier. Comment voulez-vous on leur interdit les syndicats. Déjà, ils n'ont rien à faire parmi les juges. Encore moins quand c'est des syndicats qui s'affichent clairement à gauche, et on le voit bien. Et du coup, si vous voulez, ça crée aussi des espèces d'oligarchies locales, parce que quand la majorité des juges est à gauche, comme c'est de la cooptation, on va coopter, c'est comme pour les écoles de journalisme. Mais Jean Messia, ce raisonnement
on peut l'entendre, puisqu'il s'applique aux militaires qui n'ont pas le droit de se syndiquer. Mais est-ce qu'à ce moment-là, s'il s'applique aux juges, il ne doit pas s'appliquer à la police et il ne doit pas s'appliquer à la fonction publique en général, où il n'y aurait aucun syndicat pour avoir un service parfaitement neutre de gens qui ne seraient pas impliqués? C'est pas tellement pareil, parce qu'un juge, si vous voulez, alors on disait naguère qu'un juge a le droit de vie et de mort sur quelqu'un. Alors, depuis que l'abolition de la peine de mort, c'est plus exactement ça, mais quand même, quand un juge décide de mettre derrière les barreaux... un jury populaire, en l'espace. Voilà, oui, mais quand un juge, il a le pouvoir... un pouvoir sur l'existence des gens. Il a le pouvoir de mettre quelqu'un derrière les barreaux pendant 20 ans, il a le pouvoir de les libérer. Donc c'est quand même, je dirais, une prérogative qui n'est quand même pas neutre. Un haut fonctionnaire qui travaille dans une administration au service du budget, il n'a pas un tel impact dans ce qu'il fait au jour le jour sur les événements, sur la réalité, et encore moins sur la réalité humaine des personnes. Or, le juge, c'est le cas. Et donc, je pense qu'il faut effectivement le dépolitiser. Pas tellement parce qu'on ne va pas interdire, enfin là je vous rejoins, on ne va pas interdire aux gens d'avoir leur opinion politique, mais il y a un phénomène de cooptation. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de communautarisme qui se crée, où la cooptation fait que les juges vont être majoritairement de gauche, parce qu'il y a un syndicat de gauche qui est majoritaire et qui a pignon sur rue à l'École nationale de la magistrature, qui va donc repérer les gens qui sont à gauche, et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des journalistes, par exemple, qui sont 80% à gauche, des juges qui sont à 60% à gauche, et il faut casser ça, voilà. Je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres, Jean Messia, pardon, mais à ma connaissance, il n'y a pas de répertoire sur les journalistes, fait des juges. Sur les journalistes, ici, elles existent. Ils existent. On peut appuyer sur un autre bouton, si vous voulez. On peut aussi dire qu'on n'a plus les moyens de notre justice. Aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tout un tas de voyous qui passent dans les tribunaux et qui ont déjà des casiers, qui ont déjà fait tout, qui ont volé, qui ont fait tout ce qu'on veut, attaquer les vieilles dames, je sais pas, une caricature. Et puis parce qu'on n'a pas les moyens de les enfermer, parce que ça coûte trop cher, etc. On me parlait il n'y a pas si longtemps. Peut-être parce que c'est inefficace. On parlait il n'y a pas si longtemps de mettre les gens qui avaient condamné à 1 an de prison ou moins, de leur mettre un bracelet et de rentrer chez eux. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il faut faire pour être condamné à 1 an de prison? Mais il faut y aller, hein, parce qu'aujourd'hui, 1 an de prison, finalement... non, mais c'est vrai que la justice manque de moyens. Et pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, vous pensez que sa condamnation est équitable? Je pense qu'il n'aurait pas dû être condamné. Au juge. Vous pensez qu'il n'aurait pas dû être condamné? Je ne suis pas d'accord avec Antoine Cohen. Je pense qu'il est du devoir d'un homme politique, dans une situation où il pense qu'il y a une crise de légitimité, il est du devoir de cet homme politique d'avoir une grande gueule, n'est-ce pas, et d'être un peu borderline par rapport à ce qui est la loi du système. Je veux dire, sinon, et je crois que c'est quelque chose, de ce point de vue, moi je ne critique pas Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il a fait, après tout, ce qui était de son devoir de faire, compte tenu de ce qu'il est et compte tenu des idées qu'il défend. Sauf que c'est pas la loi du système, c'est la loi tout court. Bah oui, alors on eût aimé avoir la loi tout court dans les affaires, encore une fois, des mutuelles de Bretagne de Richard Ferrand. Que n'a-t-on diligenté des juges, des flics en pagaille pour aller effectivement perquisitionner le domicile de Richard Ferrand, perquisitionner la permanence de La République En Marche? Pourquoi tout à coup, là, la loi tout court, finalement, elle connaît des limites et elle s'abstient d'aller s'appliquer là où elle doit l'être. Alors, soit vous appliquez la loi à tout le monde, soit vous l'appliquez à personne. Ce qui est énervant, c'est ce deux poids, deux mesures permanent. Ça n'est pas de mon ressort. Il se trouve que Ferrand n'a pas été condamné parce que la justice estime qu'il n'y a pas d'éléments pour le faire. Alors que l'affaire Ferrand date, je le rappelle, d'avant la présidentielle. L'affaire de Mélenchon, elle date d'il y a quelques mois. Et bizarrement, il y a une diligence absolument extraordinaire. Il y a quand même une enquête ouverte sur le financement de la campagne de Macron. Oui, mais qui aboutit quand? Elle a été ouverte il y a 2 ans. Il a l'immunité présidentielle. Donc, Non, mais d'accord, mais en l'occurrence, Richard Ferrand ne l'a pas. Son dossier est ouvert également depuis avant 2017. Et bizarrement, il n'y a aucune diligence, aucune précipitation. Il y a aussi les affaires du MoDem qui sont actuellement en train de mettre en cause le président, le vice-président, enfin l'ensemble des cadres importants du MoDem. Non, mais je sais, vous allez également me parler. Oui, mais vous allez également me parler de ceux du Rassemblement national. Sauf que, en tout cas, pour le Rassemblement national, nous ne sommes pas au pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette affaire du Rassemblement national dure depuis 2012. Et comme par hasard, opportunément, on n'en parle jamais en dehors des élections. Et opportunément, dès qu'il y a une élection, on vous sort le dossier en disant Marine Le Pen est convoquée chez le juge. On a eu droit à ce cirque pendant la présidentielle. Bizarrement, alors que tout le monde disait que c'était urgentissime, une fois que la présidentielle était terminée et que Marine a perdu l'élection présidentielle, on n'en a plus entendu parler. Voilà, jusqu'au prochain coup. D'accord. Autrement dit, Jean-Luc Mélenchon
a bien fait d'agir comme il a agi. Moi, j'entendais Antoine Cohen qui disait qu'il y avait une notion d'exemplarité. C'est à peu près le seul à défendre cette opinion autour de cette table. On peut l'entendre. Antoine, vous avez un mot à ajouter sur moi, ce je me sujet fais une autre idée de la politique. La politique, c'est avant tout des débats, de l'échange d'idées. C'est pas de la violence verbale ou de l'agressivité. Et en ce sens, Mélenchon ne montre pas du tout l'exemple. Et il participe finalement, il contribue à la dévalorisation des hommes politiques. Est-ce qu'il imagine François Mitterrand ou Edgar Faure au Pierre Mendès France faire une chose pareille? Je vous rappelle quand même, vous avez eu un député Marconi, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a pété la gueule à un type à coup de casque, il n'a rien eu. Je vous rappelle que Laetitia il a été exclu d'En Marche. Laetitia Avia, qui est toujours députée, a mordu un chauffeur de taxi à l'oreille, elle n'a rien eu. Donc la violence en politique, quand c'est physique, mais que ça concerne la majorité, là c'est immunitaire. Par contre, quand ça concerne l'opposition, là on diligente 150 flics, des juges, etc. pour en venir à bout. Enfin, toujours pareil. C'est pas parce qu'on n'est pas condamné qu'on doit faire la même chose, qu'on doit les imiter. C'est du marketing tout ça. Ouais, enfin, cela dit, il y a quand même quelque chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, dans tous les sondages, a perdu beaucoup de sa crédibilité d'homme politique en ayant réagi de cette manière. Tout à fait. Donc il y a peut-être je crois que une Jean-Luc indication de ce que les Français en a pensent. perdu de l'audience principalement pour une autre raison. Bien sûr que les médias l'ont chargé, ça c'est clair. Mais je crois que le problème de Jean-Luc Mélenchon est le fait que il est difficile d'être populiste contre la mondialisation et de ne pas être contre l'immigration. Je crois qu'il est dans une équation qui est défavorable pour sa cause. C'est pire que cela, c'est-à-dire qu'en fait, là, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec votre analyse politique, c'est que effectivement, je suis d'accord avec le score de 2014 et ensuite en 2017, sauf que depuis 2017, le logiciel politique de la France insoumise a changé, c'est-à-dire que Mélenchon a clairement fait le choix d'une ligne indigéniste, islamo-gauchiste, au sein de la France insoumise. Mais qui pose problème à la France insoumise, même en interne. Hein. Tous ceux qui incarnaient ce qu'on appelait le courant chevènementiste, c'est-à-dire le courant national républicain, je veux parler de Georges Kuzmanovic, de François Koch, etc., tous ceux-là ont été exclus. Lorsqu'en début 2018, les fameux comités Hébert de la France insoumise ont voulu organiser dans le 18e arrondissement un atelier intitulé « L'entrisme islamiste dans le monde syndical », ils ont été exclus, déréférencés du site de la France insoumise. Donc, si vous voulez, la ligne politique de la France insoumise, qui est une ligne rabougrie, c'est principalement ça qui explique la fonte des neiges de l'électorat de Mélenchon entre l'élection présidentielle et l'élection européenne. Oui, mais on compare. Vous savez bien, Jean, que les succès au présidentiel ne préjugent pas des succès aux législatives. On l'a bien vu, et pas seulement pour les règles électorales. Vous savez bien aussi que les défaites... À périmètre constant, là, les c'est pas défaites aux européennes ne préjugent pas des succès aux présidentielles. Les Français ont tendance à hiérarchiser leur participation, également à faire des choix qui sont souvent assez tranchants. Hein. Oui, mais les choix, ils les font en fonction de ce qu'ils écoutent et en fonction de la ligne politique défendue par les partis. Dieu merci, les Français ont quand même un minimum d'intelligence pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Or, le discours de Mélenchon d'aujourd'hui, quand on voit tous ces lieutenants qui participent à des manifestations contre la soi-disant islamophobie, etc., vous voyez bien que le Mélenchon d'aujourd'hui n'est pas le Mélenchon d'il y a 10 ans. Et les gens qui sont autour de lui, ses principaux conseillers, ont également changé. C'est une ligne racisée, indigéniste, décoloniale. Il peut peut-être rebondir, parce que Mélenchon, c'est quand même un personnage, incontestablement. Ça, c'est un grand acteur de théâtre. Et pour les présidentielles, là où il est seul en piste, il peut rebondir et il peut aussi changer un peu de ligne, parce qu'après tout, c'est sûrement un homme très intelligent. Et il peut avoir compris ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire qu'une ligne pro-immigrationniste, ça ne va pas avec une ligne anti-mondialisation. Donc, peut-être qu'il peut effectivement reprendre... J'ajoute, je ne sais pas si vous avez vu les derniers sondages, j'ajoute que l'électorat de la France insoumise, à 63%, serait prêt à voter pour le Rassemblement national aux prochaines présidentielles. Oui, pour cette raison. Donc, pour une raison simple, c'est que l'électorat même, la majorité de l'électorat de la France insoumise, fait le constat que vous venez de faire. Il n'est pas d'accord avec cette ligne décoloniale et indigéniste. Et on voit bien d'ailleurs, on entend les messages envoyés par le Front National en direction de cet électorat. Hein. Bien sûr. Nicolas Bay, récemment, qui a pris parti pour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen
qui s'avance en direction des grévistes, il y a quand même un appel du pied qui est effectué par le Front National, ou le Rassemblement National. Oui, mais non, mais c'est pas pour une raison très simple, c'est que nous considérons que l'heure est grave, que la France est réellement menacée de disparition si nous continuons avec ce pouvoir. Alors évidemment, enfin, c'est le proverbe américain qui vous dit, lorsque votre baraque est en feu, si quelqu'un vous tend une lance à incendie, vous lui demandez pas s'il est communiste ou socialiste, vous prenez la lance à incendie. Ben là, on est dans cette situation-là, c'est-à-dire la baraque France est en train de prendre feu, et évidemment tout ce qui peut contribuer à faire effondrer ce système antinational qui ne rêve que d'une chose, c'est à défranciser la France et à pousser la France sur le précipice, ben on est bienvenus pour effectivement le renverser. Oui, voilà. il faut dire aussi que dans cette équation, effectivement, Emmanuel Macron joue aussi le même jeu, puisque lui, son but, c'est d'avoir en face de lui essentiellement Marine Le Pen. Bien sûr. Et dans l'équation actuelle, où quand même ce qu'on appelle le populisme, et qui est une chose mal définie, mais qui est en voie d'expansion, il est bien évident que si Mélenchon s'éclipse, c'est effectivement tout bénéfice pour Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire que ça lui permettra d'être éventuellement élue à la présidentielle, mais ça veut dire que presque à coup sûr, elle sera au deuxième tour, et que presque à coup sûr, elle fera un meilleur score que celui qu'elle a fait aux dernières présidentielles. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'indiquent les sondages, hein, c'est qu'il y a cette montée. En revanche, ce qu'indiquent aussi les sondages, et ceux qui ont l'habitude de les analyser profondément, c'est qu'il manque toujours 10% à Marine Le Pen. Enfin, moi, je crois que le problème de Marine Le Pen, c'est pas tellement d'être élue à la présidentielle, bien que ce soit difficile, c'est peut-être faisable. C'est que je crois que si elle était élue, je ne vois pas comment elle pourrait gouverner. Mais ça, c'est une toute autre question. Mais c'est marrant parce que majorité à l'Assemblée nationale. Non, mais oui. Alors d'abord et d'autre part, enfin, si même Macron, qui sortait de nulle part, a su trouver une majorité et a su gouverner, on va, à mon avis, vu la catastrophe que c'est depuis 2 ans, si vous voulez. On risque pas de faire pire. Au moins, Marine Le Pen, elle a une vision nationale que n'a pas Macron. Oui, on n'a pas une vision techniciste. Mais je veux dire, Macron, il n'a pas contre du Conseil constitutionnel, l'Europe, l'Assemblée nationale, les syndicats, il les a un peu quand même. Enfin, les journalistes, tous ces gens-là sont globalement contre Marine Le Pen et sont pas tout à fait contre Macron. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas eux qui décident de manière générale. C'est un autre sujet. Jean Messia, c'est un autre sujet. C'est véritablement un sujet passionnant sur lequel nous allons revenir, c'est une certitude, puisqu'il y aura les présidentielles, il va y avoir les municipales, il va y avoir en grandeur nature la progression éventuellement du Rassemblement national, dans tous les cas la coalition coagulation. Oh là là. Vous m'avez compris, ça va se coaguler, on va voir ce que ça va donner. Allez, on va repartir à pied vers nos grèves respectives, ou pas. Et on vous donne rendez-vous dans... Alors, c'est pas dans 15 jours, c'est début janvier, puisque la prochaine émission tomberait le jour de Noël. Allez, j'espère qu'on a été audible. Dans tous les cas, messieurs, je voulais vous remercier de votre présence héroïque. Et un joyeux Noël à tous. Oui, voilà, c'est ça, joyeux Noël. Bonne année. Et donc, rendez-vous à l'année prochaine dans une nouvelle série d'émissions. À bientôt.